Le point de greffe est ici, là. Il y a, avec un espèce, on voit un petit V qui est l'endroit où le greffon a été posé. J'ai appris à greffer avec quelqu'un d'ici. Et c'est vrai que ça ne réussit pas à tous les coups à cause de la maladie, mais c'est très gratifiant de voir un tout petit bout comme ça de greffe devenir en 5 ans un bel arbre. La vie du travailleur citadin est pénible. À un sondage de 2005, 40% des urbains ont répondu vouloir un jour vivre à la campagne. Mais la moitié souhaite le faire à la retraite. Imaginons, c'est la quille, le jour tant attendu pour certains. À vous l'herbe verte, le saucisson d'âne et les salades de pissenlit. Mais une fois l'euphorie du pot de départ retombée, par quoi commencer ? Peut-être par la foire à l'installation à la campagne. On y trouve toutes les associations qui vous faciliteront la tâche. Chaque région rurale de France y a un stand. Le but est d'attirer les citadins souhaitant se mettre au vert. Un nombre important de personnes qui vivent en milieu urbain sont prêtes à quitter ces zones qui ne sont pas très agréables pour trouver un nouveau mode de vie, pour s'installer dans des zones rurales plus tranquilles où néanmoins ils peuvent quand même trouver du travail. Grâce à ces nouveaux arrivants, la campagne française regagne depuis quelques années des habitants. Seul problème, ici, on ne cherche que des jeunes. Il y a encore du travail à faire. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse évidemment plus aux actifs. On a de nombreux retraités qui sont des gens qui sont du pays, qui reviennent au pays, comme on dit, après avoir travaillé à l'extérieur. Et je pense que vous avez tout à fait raison qu'on ne s'y intéresse pas assez parce que ce sont des gens encore jeunes, dans la force de l'âge, qui arrivent souvent avec des métiers, des savoir-faire. Et je pense qu'on ne s'y est pas assez intéressé pour qu'ils puissent prendre place, effectivement, dans la vie communale ou intercommunale du territoire dans lequel ils arrivent. Odile Plan est une des fondatrices du collectif Ville-Campagne. Depuis 20 ans, cette association favorise le retour en milieu rural de jeunes actifs citadins. C'est au moment où elle-même s'est retrouvée à la retraite qu'Odile a pris conscience que rien n'avait jamais été pensé pour les jeunes seniors. L'individu arrivant en retraite se trouve un peu seul. Il n'y a pas grand-chose qui l'aide. Et les collectivités locales n'ont pas de politique d'accueil. On a plus essayé de développer des politiques dans une grande crainte. Ils vont être dépendants et on va les prendre en charge. Donc on ne se considère jamais comme des gens autonomes, mobilisables et productifs dans le sens global. La politique des régions pour les retraités se résume bien souvent à s'occuper des personnes du 4e âge. Si vous êtes un senior actif, mieux vaut compter sur vous-même. Une fois la région choisie, il vous faudra une maison. Et là, attention, ce choix est déterminant pour votre nouvelle vie. Ça va, belle ? Il ne faut pas confondre habiter et se loger. Alors, si c'est le logement ou se loger, c'est simplement la maison me plaît, l'espace me plaît, point final, je vais vivre là. Bon, la chambre fait 22 mètres carrés, tout me va bien. Habiter, c'est pas ça. Habiter, c'est je suis logé quelque part dans un environnement et c'est tout ce qu'il y a autour de moi qui fait sens, c'est-à-dire le relationnel que je peux avoir avec les gens qu'il y a autour, avec l'environnement qu'il y a autour. Donc en fait, la question qu'on doit se poser, c'est bien justement, est-ce que je suis prêt à habiter là ? Bernard Farinelli, lui-même rural, a écrit de nombreux livres pour aider les citadins à s'installer à la campagne. Pour lui, il y a 3 manières différentes de vivre sa retraite campagnarde. Le village, le hameau ou la maison isolée. Alors voilà, là c'est le bourg. Et donc ça c'est assez idéal pour quand on prend sa retraite parce qu'il y a toujours une petite angoisse. Alors là, il n'y a pas l'angoisse déjà au niveau médical, puisqu'il y a le médecin, il y a la pharmacie. Il n'y a pas l'angoisse au niveau des services de proximité, puisque derrière, vous avez la boulangerie, vous avez la boucherie, éventuellement le coiffeur, peut toujours être sympathique. Le bourg, c'est le bourg.
ça correspond à une mentalité d'énormément de personnes, surtout si elles sont citadines plus. Parce que là, on retrouve la micro-ville, mais donc avec ses services, avec son monde, avec son peuple. Il y a un petit marché ici une fois par semaine. Voilà, ça c'est important. Les gens viennent en vélo ici, hein. Et puis plusieurs fois dans la semaine, je viens faire mes petites courses quotidiennes, ce qui n'empêche pas bien entendu de gérer mes grosses courses à la quinzaine ou mensuelle d'une manière différente. Là, c'est important. Le mot pharmacie, c'est important. Le mot médecin, c'est important. Alors je dirais, il ne faut pas dramatiser non plus, hein. Quand on arrive, on est un jeune retraité. Mais il faut quand même avoir dans la tête que la proximité des services de santé, c'est important. Ici, par exemple, il va y avoir une maison de santé. C'est-à-dire un endroit où vous allez trouver toujours une permanence de soins. Alors ceci dit, rassurons-nous une fois pour toutes, en France, nous avons tout, et nous avons tout à moins d'une demi-heure. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, on est typiquement dans le hameau. 4 maisons, c'est tout, pas plus, pas moins. Sur les 4 maisons, il y en a 3 qui sont habitées à l'année et une qui est habitée tiers du temps à quelque chose près. Alors, le hameau, avantage, inconvénient, pareil. Avantage, c'est que c'est le lieu de l'interconnaissance. L'interconnaissance, ça veut dire que un coup de main parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on a besoin d'aller voir le médecin et tout, parce qu'il faut chercher les médicaments, automatiquement, il y a 3 autres maisons. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. Coup de main pour les travaux. Travaux, on fait les haies, on fait le jardin, on se donne des plans, on peut faire du bois, on peut échanger aussi du style, je sais pas moi, ton bois tu le prends où, tu fais ça où, est-ce que tu sais ce qui se passe, voilà. Bon. Donc ça, c'est tous les gros avantages. Alors, inconvénients, il y en a 2. Inconvénients, c'est que, bien entendu, on sait ce que vous faites. On sait à quelle heure vous rentrez, on sait aussi à quelle heure vous partez. Donc ça, c'est... Faut l'admettre. Si vraiment il y a quelqu'un avec qui on ne s'entend pas dès le départ, alors là, c'est déjà nettement plus grave. Bon, et puis, ça signifie quand même qu'il faut accepter un minimum de vie sociétale. Il ne faut pas être le gros sauvage qui refuse absolument tout. Mais un minimum de vie sociétale, qu'est-ce que c'est la vie sociétale? C'est parler, etc. Puis éventuellement prendre un apéritif, prendre un petit canon. Bon, c'est quand même pas quelque chose qui est si dur que ça. Là, c'est typique, hein, c'est maison au milieu de rien. Si on arrive là, qu'on vient de la ville, qu'on ne connaît pas du tout le monde rural, ça veut dire qu'ici, c'est le désert autour. Alors, attention, il faut être préparé. C'est pas négatif ce que je dis. Ça veut dire que ça, il faut être préparé. Il faut aimer ça, il faut vouloir ça. Et il faut être préparé à 2, pas un seul dans le couple. Ça c'est extrêmement important. Mais d'un autre côté, à l'inverse, ça a d'immenses avantages, hein. C'est la solitude, la tranquillité, la nature qui est tout autour, on fait le jardin derrière, et puis on apprend à relativiser. C'est-à-dire que, je dis, la première ferme est à 1 ou 2 kilomètres, et alors, quoi? On y va à pied, on y est en 10 minutes, on y va en vélo, on y est en 5 minutes, le village, on prend une voiture, et puis voilà. Mais il ne faut pas avoir peur, quoi. Il ne faut pas véhiculer avec soi toutes les craintes du monde. Alors, je caricature, hein. Mon Dieu, je suis tout seul, mon Dieu, j'ai peur de la nuit, mon Dieu, il y a des méchants qui vont rôder. Voilà, quoi. Je veux dire, c'est ça. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas déjà une maison de famille, le premier interlocuteur dans votre région d'élection risque bien d'être un agent immobilier. Le département de l'Ardèche a une longue tradition d'accueil des nouveaux arrivants. Bruno Paillet aide souvent ces retraités de la ville à trouver leur paradis vert. De plus en plus, on a une clientèle qui recherche à la fois du secondaire dans un premier temps, mais qui peut ou qui doit devenir du principal lorsqu'ils vont arrêter leur activité professionnelle. Dans l'acquisition d'une résidence, quelle qu'elle soit, que ce soit du principal ou du secondaire, l'approche budgétaire est importante. C'est pas le seul critère, mais c'est quand même un des critères les plus importants. Après, il y a les caractéristiques de la maison. Si on veut de la pierre, si on veut une maison de village, si on veut une maison à la campagne, avec du terrain, sans terrain, donc il y a tous ces critères qu'il faut prendre en considération.
La majorité des gens, des citadins notamment, qui viennent à la campagne, je dirais, souhaitent ou rêvent d'avoir la maison en pierre habitable, ou du moins avec peu de travaux, du terrain tout autour pour être suffisamment indépendant, et assez grande pour permettre, dans un premier temps, une utilisation secondaire, mais qui devienne du principal après. Bruno Payet veut nous montrer la maison idéale pour des jeunes retraités. C'est une maison qui est dans un petit hameau, donc un hameau très tranquille et très rustique, un hameau de caractère. La maison est indépendante dans le hameau, puisqu'elle dispose de plus de 2 hectares de terrain pratiquement attenant. Donc il y a une certaine indépendance, mais il y a des voisins proches. Et en plus, les gens sont à 10 minutes du village de La Maste. Voilà, donc la maison idéale que je vous parlais ce matin, une maison qui a été entièrement restaurée, donc qui bénéficie de tout le cachet, on va dire, rustique, mais en plus, avec l'avantage, c'est qu'elle a été aménagée pour que ça devienne une résidence principale, avec chauffage central, il y a l'isolation, double vitrage, fenêtres tout en châtaignier. Et puis après, il y a des dépendances qui ont été créées. Pour rester en harmonie avec le cachet d'ensemble, ça a été fait tout en pierre de taille. Avec, alors on peut éventuellement le voir, une charpente également traditionnelle en châtaignier, avec ce qu'on appelle la coque renversée, donc à l'ancienne, chevillé bois. Donc il y a beaucoup de soins qui a été apporté à la rénovation de l'ensemble. Et l'intérêt, c'est que tout le terrain qu'il y a autour permet d'avoir une certaine indépendance au niveau du bâtiment. Et au niveau de la situation géographique, on est à 10 minutes du village le plus proche avec tous les commerces. Et en dernier lieu, la commune a fait un effort assez important sur tout le village pour enterrer les réseaux électriques de façon à ce qu'on ne voit plus tous ces toiles d'araignée qu'il peut y avoir dans pas mal de villages encore de nos jours. Elle présente beaucoup d'atouts. Elle a à la fois le cachet rustique et à la fois le confort moderne. Généralement, à 60 ans, à la retraite, ils ont déjà déterminé la région où ils voudraient y aller. Ils n'ont plus à choisir. Soit c'est à la grande périphérie de la ville dans laquelle on était, on reste dans la même région, soit c'est la maison de campagne, soit c'est le coup de cœur, on a vu un chalet à la montagne, bon, mais on a choisi. Et quand on a choisi le pays, c'est pour sa qualité de vie. Donc on est prêt à participer. Une fois l'habitation trouvée, reste le plus important, s'adapter à la vie locale. Le changement peut être brutal. On ne travaille plus et il faut malgré tout créer des liens et s'intégrer. Pour le Festival du Réau, on m'a demandé de faire des dessins, mais là, on me demande ça au dernier moment et c'est un peu juste à se décrocher la mâchoire. Oh, ça a déjà été fait. Il y a le gars qui part. Ah, ça... Bon, rire comme une hyène, comme un bossu, une baleine, ouais. À pisser dans ses culottes. Bon, il y a de quoi faire quelque chose avec tout ça. Moi, je suis plutôt un contemplatif. J'aime bien rester pendant, pas une journée entière, mais de regarder autour de moi sans bouger, de voir ce qui se passe, d'humer les odeurs, de regarder les oiseaux qui bougent, les plantes, tout ça, de voir le temps qui s'écoule, tout ça. Et donc c'est une chose qui me manque un petit peu. On veut faire beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire quand on travaillait, et puis on met peut-être la barre un peu trop haut. Et bon, une fois qu'on est lancé là-dedans, on ne peut plus s'arrêter. Ou alors il faut commencer à freiner avant qu'il soit trop tard, quoi, parce que on n'a plus le temps de vivre, comme on dit vulgairement, quoi, de prendre le temps de vivre. Il y en a un qui est un peu sauvage, là. Il y a soupirer, là.
Vous êtes bénévole dans combien d'associations? Eh bien, c'est-à-dire environ 4 ou 5. Et bon, bah, s'il y a besoin, on donne un petit coup de main. Mais sur le secrétariat, je travaille surtout avec l'association des Amis d'Émile Guillaumin et la Société de Lecture. En fait, je suis secrétaire. C'était mon métier. On se connaît depuis toujours. Voilà, nous sommes nés à Bourbon-l'Archambault, à 10 km d'ici. Et donc, tout petit, on allait à l'école presque ensemble, quoique les filles et les garçons étaient séparés à l'époque. Alors moi, je peux dire que j'avais déjà repéré mon mari, enfin mon futur mari, quand il se rendait à l'école. Il avait 8 ans, une écharpe écossaise, un petit béret bleu que mamie n'a pas pu retrouver. Hélas, cette petite écharpe, j'aurais aimé la retrouver. C'est grâce à l'écharpe, vous voyez, un petit peu, on est vraiment peu de choses, les hommes. J'ai à classer certains extraits de presse, en fait, parce que la presse a couvert donc les événements. Nous sommes partis une quarantaine d'années vivre dans la région parisienne où nous avions nos activités professionnelles. Et donc, nous revenions de temps en temps, mais nous n'avions pas pu bien nous incorporer dans les associations puisque nous étions absents beaucoup de temps. Et nous avons retrouvé un petit peu des amis d'enfance et puis des personnes que l'on avait connues étant adolescents. Cet après-midi est un peu particulière pour les Mathieu. Leur amie Christiane les rejoint pour préparer un événement local important. Elle-même partie, puis revenue dans la région à la retraite, elle est tout autant impliquée dans la vie associative du village. La question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait à la retraite? Ce soir, à la salle des fêtes, ils se produiront sur scène avec leur troupe de théâtre devant toute la commune. Oui, parce qu'on va manger qu'à minuit. Faut pas y penser. Mon truc, c'est de déconner jusqu'au dernier moment pour pas avoir de stress. Jusqu'à présent, ça s'est pas trop mal passé de ce côté-là. S'ils ne sont jamais revenus pendant 40 ans, ça va pas être simple. S'ils ont gardé des liens à la fois familiaux, de venir des week-ends ou pendant des fêtes ou pendant des vacances, ça se fait. Par contre, je dirais que c'est toujours pareil, ça. Après, on est souvent amené à en faire plus que les autres pour être du coin. C'est peut-être même une des raisons de l'implication supérieure de ceux qui reviennent. Quand on est arrivé, c'est vrai que j'ai essayé de remplir... ça a été il y a peut-être eu 2 choses, parce que ça a été l'histoire de m'intégrer, et puis en même temps de remplir mon temps. Il y a les natifs qui restent, ils partiront pas. Il y a ceux qui avaient leur famille, qui reviennent dans une maison de famille, ou une maison qui se sont appropriées familialement, c'est-à-dire une maison de vacances ancienne. Et puis il y a ceux qui ont eu le coup de cœur pour un pays et qui viennent s'installer. Reste une catégorie à part, les conjoints suivant leur femme ou leur mari à la campagne. Ancien économiste du port autonome de Marseille, Didier Picheral est un vrai citadin. Il a découvert l'Ardèche grâce à sa femme. Ils vivent maintenant dans une des régions les plus enclavées de France, les Boutières. Pendant 35 ans, nous avons utilisé cette maison au cours des vacances scolaires et nous y étions 2 ou 3 mois par an. Et puis je m'y suis installé depuis ma retraite, c'est-à-dire depuis 7-8 ans. Je savais les avantages, l'intérêt, la qualité de la vie ici. Je savais aussi que tout n'était pas rose, que j'abandonnais l'anonymat de la ville. Et ça, je crois qu'il faut que les urbains le sachent. C'est que à la campagne, tout se sait, tout se voit.
Et ça peut être pesant pour un certain nombre de gens. Tiens, pourquoi la paranasse, celui-là ? Il faut savoir qu'il n'y a pas les mêmes services que la ville. Si on a peur vis-à-vis de sa santé et on veut avoir un médecin ou quelqu'un immédiatement disponible, eh ben, on n'est pas fait pour habiter à la campagne. Ah ben, c'est surtout agréable de manger des choses qui ont un autre goût. Hein. Je reste actif, ça c'est certain. J'avais d'ailleurs commencé en étant en pré-retraite progressive pendant 2 ou 3 ans et avec effectivement l'intention de dire que le mot de retraite n'a pas de sens au moins jusqu'à un certain âge et qu'on pouvait partager son activité entre beaucoup d'autres choses que le travail professionnel premier, quoi. Et il y en a encore un 4e à prendre. Celui-là, je suis pas. Celui-là, il est vraiment petit tout. Ces 2-là, on va attendre, mais je pense pas qu'ils grossissent beaucoup. Didier s'est très vite impliqué dans la vie locale. Il a réussi à se faire élire adjoint au maire de sa commune. Un exploit pour un nouvel arrivant. Un certain nombre de retraités s'installant à la campagne s'investissent dans la vie municipale. Je dirais aux élus, ceux qui veulent être élus municipaux, les mêmes conseils que pour les installer à la campagne. Avant de vous lancer dans des projets, prenez connaissance des modes de fonctionnement, des forces en présence, et ne donnez vos conseils techniques qu'au bon moment et à juste titre. Ça peut être une dynamique fantastique et ça peut être un clash invraisemblable. C'est une semaine de travail et qu'il n'y a pas de problème. Mais ça nous coûtera quand même, ça nous coûtera 1 000 à 2 000 euros avec le matériel et l'argent. Et le plus cher est à 7 700. Hors taxe. Non, TTC. TTC. On fait toutes les semaines cette réunion d'adjoints qui nous permet un peu de faire le point sur les dossiers en cours et sur les problèmes qu'il peut y avoir dans la vie municipale. On couvre le remboursement, le loyer, les loyers. C'est bien d'avoir un ancien économiste du port de Marseille en tant qu'adjoint. C'est génial. Le problème, c'est qu'il veut s'en aller dans 2 ans, donc il faut le persuader de rester avec nous, au moins jusqu'au bout du mandat. Mais c'est précieux parce que moi, mon point fort, c'est justement pas les chiffres. Donc c'est vrai que c'est précieux. Je pense qu'on se complète assez bien. Quand on aura eu la DDE, ça sera bien. Qui va présenter le projet d'Alia. Oui. On ne la fait pas venir. Non. C'est encore trop tôt. L'ancien maire qui avait fait 2 mandats avait décidé d'arrêter. Et donc la constitution de la nouvelle équipe municipale s'est faite en fonction un petit peu avec un appel à candidature un petit peu et j'ai dit que j'étais éventuellement candidat. Est-ce que c'est pas dangereux quand on n'est pas d'ici de se déclarer Ah ben si, c'est clair, hein, c'est clair, j'ai été le plus mal élu à mon premier mandat. Dans la mesure où c'est un CDI ou... Alors, dans les petites communes rurales, hein, c'est pas les questions de droite, de gauche ou des choses comme ça. Hein. C'est plus contre une certaine forme d'immobilisme qu'on va essayer de s'élever. Bon, alors là, oui, il y a danger. Là, il y a danger parce qu'il y a rupture d'une tradition, il va y avoir affrontement, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être mises sur la table, il va y avoir de l'incompréhension entre des gens qui sont plus immobiles que d'autres, et donc en clair, il va y avoir, je dirais entre guillemets, hein, choc de culture, choc de civilisation. J'ai quelque chose à l'intérieur encore. Les galurons. Comment ça va? La pression commence à monter pour Lucien et Christiane, revenus dans l'Allier après 40 ans de vie parisienne. Dans moins de 3 quarts d'heure, la salle des fêtes sera remplie. Il faut 3 mètres de ficelle alors. Oui, bien 3 mètres. Pour être membre d'une troupe de théâtre dans un petit village, il faut savoir tout faire, de la décoration au maquillage. Vous m'entendez? Vous faites l'acteur, vous faites tout ici. Tout. L'homme orchestre. Bon, je vais porter ça derrière dans les coulisses. Qu'est-ce qui favorise le relationnel? C'est l'associatif, c'est le groupe. Donc, bon, si on n'est plus trop sportif, on peut quand même faire aussi une sorte de gymnastique, mais on peut par exemple être dans une association culturelle, on peut être au comité des fêtes, enfin on peut être dans un tas de choses où on se montre et où on partage. Je vais chercher ton noir. Tu veux? Le noir.
Ça va, mon ami? Et toi-même, c'est une chose que je voulais connaître. Je pratique plutôt la peinture, la sculpture, à mes temps libres, le dessin, mais le théâtre, je ne l'avais jamais pratiqué. Donc en 3 ans, là, on a joué, ça fera la 6e pièce ce soir. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup parce qu'il faut se les rentrer dans la tête et ça demande quand même pas mal de travail. Est-ce que vous avez du noir, les gars? Il n'y a pas de noir? Si, il y a ça. C'était une tradition locale d'avoir une troupe de théâtre. Ça attirait du monde. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose comme animation dans les campagnes. J'avais 14-15 ans. Là, on venait à Ygrande une fois par an ou 2, je ne sais pas combien ils jouaient, là, dans un bistrot, entassés les uns sur les autres. Maintenant, on ne pourrait plus faire des choses comme ça. Donc on a repris un petit peu ça avec la société de lecture et les gens répondent tout de suite présents. Quand vous avez combien d'habitants ici? 800. 800, on a fait 2 représentations. Combien on avait de spectateurs? 300. On avait 300 spectateurs, donc c'est quand même c'est gratifiant, quoi. Moi, je souffle au cas où, voilà, dans cette pièce. Je suis souffleuse, oui. Donc ce soir, 5 troupes de théâtre amateurs pour vous divertir et je l'espère pour vous faire sourire, boire, rire. Mais m'éclater de rire, vous pouvez y aller. Hein. C'est bien, monsieur, d'avoir prononcé le mot chéri. C'est une première marche vers un petit peuple. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. On peut pas dormir, on mange mal. On peut plus pisser sans un laisser-passer. Les bonbons, c'est tellement bon. Bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Complètement décontracté, je sais pas ce que j'ai fait. Un peu n'importe quoi. Enfin, on avait répété un peu quand même avant, alors j'espère que ça s'est pas trop... Il y a eu quelques petits flottements, mais bon. J'ai bu un petit peu ça, là. Vas-y, fais-le parce que moi je vois rien. Je croyais que c'était toi qui parlais. Ils sont sollicités pour être bénévoles. Il n'y a rien de ciblé sur vous êtes retraité, vous êtes nouveau retraité sur notre territoire. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous possédez? Est-ce que vous auriez envie? Est-ce que vous pourriez utiliser ce que vous savez pour nous aider à construire ce que l'on veut construire ensemble sur le pays? Didier Picheral, le Marseillais, lui n'a pas eu ce problème. Il s'est engagé dans des actions militantes qu'il a choisies. Il a initié un travail sur un pan douloureux de l'histoire ardéchoise, les dragonnades.
à la fin du XVIIe siècle, la répression contre les protestants fut sanglante. Les funestes dragons du roi empruntaient une route qui passe encore aujourd'hui au pied du temple du Fival. Didier fait revivre de temps en temps cette histoire à quelques visiteurs. Tout près d'ici, il y a eu, à Crau, là où j'habite, le premier synode national. Un synode, vous savez ce que c'est ce qui organise un peu l'Église protestante, qui essaie de se reconstituer. On est à peu près sûr qu'elle a eu lieu le long de la route de Dragonade, donc à Crau, où passe la route. Dans cette association Patrimoine Huguenot d'Ardèche, on a essayé de réaliser un certain nombre de travaux sur l'histoire de ce pays, l'histoire protestante de ce pays, et en la concrétisant dans des lieux, en essayant de montrer que dans un certain nombre de lieux, il se sont passées des choses, et en essayant de les mettre en situation, de les expliquer. En 1701, il y a eu une de ces multiples assemblées dont je vous ai parlé, qui a été dénoncée. Il y a eu 50 personnes arrêtées. Ils en ont condamné 5 à mort et une femme, et une à être marquée au fer rouge. Et pour l'exemple, ils les ont ramenés par la route des Dragonades et ils les ont exécutés dans les gros bourgs protestants du coin. Cette histoire, c'est pour essayer de comprendre comment on est ici, comment on vit ici, de comprendre l'aujourd'hui de ce territoire. Et de ce fait-là, on s'approprie tous ces événements du passé qui ont un prolongement aujourd'hui. Parce qu'on a voulu vraiment comprendre pourquoi ce territoire était ce qu'il était. La révocation de Nantes. À l'édit de Nantes, tous les temples ont été détruits. De mon passé protestant, je pense que toute cette histoire de la résistance et de la clandestinité face à un pouvoir autoritaire, ça fait partie de ce territoire et ça me plaît beaucoup et je me sens héritier de ce pays de ce point de vue-là. Depuis moins d'un mois, Saint-Sauveur de Montagu est en effervescence. Un comité de soutien spontané s'est constitué autour de Kheder Haddad, un Tunisien sans papier, pizzaïolo du village depuis plusieurs années, qui a été placé en détention et menacé d'expulsion. La population et tout le monde, y compris les commerces, ont énormément réagi depuis 3 semaines que ça dure, parce que ce Kheder Haddad est quelqu'un qui est très intégré dans la commune. Pour Didier, il est naturel d'être ici ce soir. Cela fait pleinement partie de sa nouvelle vie de retraité militant. Et je suis arrivé qu'à 60 ans. Ah oui, on a beaucoup travaillé sur les dragonnades. Oui, c'est ça, sur l'histoire protestante. Hein? Sur l'histoire protestante, on a... Ah oui. Et en particulier, c'est vrai que ça aussi, ça résonne le XVIIIe siècle clandestin de lutte contre le pouvoir. Ça a à voir avec la facilité de mobilisation. Oui, c'est ça. Mon engagement dans la cité existait, mais d'une façon complètement différente, existait en ville, mais d'une façon complètement différente. J'ai découvert une relation aux hommes très différente dans cet engagement municipal et dans les autres engagements que celle qu'on peut vivre à Marseille, de toute façon. Et on va y aller 12 € par 2 €. Tout droit, 12 €. 14 €. Qui dit 14 €? La place est prise d'assaut. Allez, c'est pour Kheder. Plus de 200 personnes sont là. Une forte mobilisation pour une commune d'à peine 1000 habitants. Allez, 27 à Gigé. À M. Schneider. Bravo. Ces seniors ont encore toute leur potentialité d'activité, d'intervention, qui ont acquis des tas de choses durant leur vie professionnelle, leur vie personnelle, et qui pourraient s'en servir, qui ne sont pas relégués dans un placard sous prétexte que la vie professionnelle est finie. 46. Je suis bien à mener tout ce que je mène ici et ailleurs. Parfois, je me dis qu'il faudrait calmer un peu le jeu et avoir un peu plus le temps de lire. Je lis beaucoup, mais avoir un peu le temps de faire le bilan de tout ce qu'on fait.
un certain nombre de retraités, mais principalement des cadres quand même, ou des professions pré-cadres, se sont regroupés pour réutiliser et mettre au service de certaines populations leurs compétences. Et ils sont organisés en associations. On rentre tous ensemble. Aujourd'hui, la section Drôme-Ardèche-Decti doit faire un point sur les actions en cours. Ces anciens cadres ou patrons de grandes entreprises mettent leur expérience au service de la communauté. La plupart ont passé leur existence dans les grandes villes. Ils ont décidé, à la retraite, d'être utiles à leur nouvelle région. Et tu penses que ta mission à Vienne peut déboucher sur d'autres missions? C'est possible, ils ont gardé un bon souvenir de notre action, apparemment. Ils sont ainsi 3000 experts seniors bénévoles qui se mettent au service d'entreprises ou de collectivités dans toute la France. Donc actuellement, sur la mission locale de Romans, nous avons programmé toute une série d'ateliers, entretiens d'embauche, jusqu'à la fin de l'année. Et en septembre, fin septembre, début octobre, nous allons préparer une vingtaine de jeunes à la rencontre d'employeurs à la foire de Romans. C'est un travail passionnant, intéressant, et je dirais même enrichissant pour ceux qui le pratiquent. On dit que nous sommes des vieux cons qui veulent aider les jeunes cons à ne pas faire les mêmes conneries. Bon, si vous voulez, on a tous eu des expériences industrielles, on a fait des erreurs, c'est bien évident, et on voudrait que les gens qui se lancent maintenant dans les entreprises fassent d'autres erreurs. Peut-être, on essaiera d'éviter qu'ils les fassent, mais surtout qu'ils ne fassent pas les mêmes. Vers les années 80, on a commencé à mettre à la retraite à 50, à 55 ans. Bon, ce qui fait que ces gens avaient travaillé 30 ans et ont une espérance de vie à 50, 55 ans, encore de 30, 35 ans, c'est-à-dire le temps de retraite plus long que le temps de travail. Il y a des choses à réajuster. Peut-être pas en travail salarié, ça c'est une chose qui discute, mais très certainement en reconnaissance des potentialités d'activité. On a eu une vie très active, on a tous eu des vies où on marchait à 100 à l'heure et on ne regardait pas la montre pour savoir quelle heure il était et si on devait s'arrêter. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. C'est une cassure qui est extrêmement dangereuse sur le plan de la santé. Et c'est pour ça qu'on a tous rejoint Acti, parce qu'il y a un certain dynamisme dans notre association. Je vais vous parler un petit peu d'Ardèche Création, cette toute petite société, puisqu'il n'y a qu'une personne actuellement, qui est dans la campagne pas très loin d'Annonay. Il s'est lancé dans la petite maroquinerie, des ceintures, mais fabriquées en Inde. Donc il me dit, là je suis perdu, je sens que je fais trop de choses, il faut que je choisisse. Mais je mélange la raison et le sentiment et je ne peux plus arriver à voir clair, il faut que vous m'aidiez à mettre un peu tout ça à plat, quoi. Vous voulez qu'on parle des produits alors? Bon, donc là, ça c'est un produit par exemple qu'on vend en grande quantité dans des magasins comme Gambert. Là, ça c'est ce que j'ai importé dernièrement d'Inde. C'est de la pleine fleur, c'est non corrigé et c'est en pleine épaisseur. Donc là, on est sur une niche au niveau commercial et on reste dans des... Enfin bref, on reste dans une catégorie qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. Souvent, c'est bien d'avoir une personne qui est là pour pointer du doigt les choses qui vont bien, parce qu'il y en a quelques-unes qu'on a ressorties qui allaient bien. Et parfois, poser des questions qui dérangent. Pourquoi tu fais ça alors que tu en as vendu très très peu et puis que tu en as un stock monstrueux? Oui, il a fallu reprendre un petit peu dans cette diversité que vous aviez, voir les produits qui pouvaient un peu vous tirer d'affaire, ceux qui vous prenaient beaucoup de temps et puis qui vous faisaient du stock et qui grevaient votre exploitation. Donc petit à petit, par discussion, moi-même ne connaissant pas votre domaine, simplement le fait de discuter, la situation s'est éclaircie un peu d'elle-même. Les seniors d'Ecti ne se placent jamais en concurrence avec des sociétés de conseil commercial. D'ailleurs, vu la taille de son entreprise, Gilles n'aurait jamais pu se payer les services d'un conseiller en gestion. Les membres d'Ecti travaillent donc surtout pour des petites et moyennes entreprises.
En 2002, j'avais pas les moyens financiers pour me payer quoi que ce soit, puisque je pouvais même pas me payer. Et quand on vous a dit c'est des retraités, ça vous a pas surpris? Non, non, au contraire, je me suis dit, tiens, une belle expertise. Donc, je vais en profiter, je vais faire le rat et essayer d'avoir des informations gratos. J'ai évolué, reconstitué mon capital et j'ai eu un petit peu plus de facilité pour importer, et puis etc. quoi. Bon, je suis pas sauvé d'affaires, hein, parce que je suis quand même un peu endetté, mais ça va nettement mieux qu'en 2002. Je suis reconnaissant de ce qu'ils ont apporté à un moment donné, où j'en avais vraiment besoin. Et je trouve que c'est assez gratifiant, à la fois pour moi de remarquer que j'ai compris la situation, et puis que le responsable d'entreprise, finalement, lui aussi, voit plus clair dans sa situation. C'est vrai que c'est l'autre côté du miroir. On a notre vision des choses, et puis eux, ils en apportent une autre, puis on essaye de les confronter. C'était agréable d'avoir l'expertise de seniors. Ça conforte dans les choix qu'on doit prendre après. Et moi, ça m'a conforté, oui. Mais on veut rester quand même dans le monde des affaires, avoir des contacts avec des gens qui sont en activité, ça nous booste un petit peu. Et puis, si on peut contribuer à la lutte contre le chômage, même si c'est modestement, c'est toujours ça de prix, quoi. Si certaines associations, comme ECTI, transforment peu à peu l'image du retraité citadin en or gris, dans le Perche, les mentalités ont peut-être évolué plus vite qu'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la session d'accueil annuelle du territoire. Les porteurs de projets citadins sont invités pendant 2 jours par la région. Ils vont profiter de conseils de professionnels pour mieux s'installer dans leur nouvelle vie. Au milieu de ces actifs venus de la ville, surprise! Une retraitée parisienne a été acceptée pour la première fois pour défendre son projet. Bonjour, Anne-Marie Gernaud. J'habite dans le 92, à Issy-les-Moulineaux. J'ai un projet qui existe, lui, depuis 10 ans, qui est le travail sur les histoires de vie, les ateliers d'écriture, la psychogénéalogie, des choses de ce genre-là. Et je suis à la retraite depuis le 1er août. Et depuis que j'ai rencontré le Perche, toutes les cases qui restaient négatives dans les autres projets deviennent positives. Donc j'ai beaucoup de choses à proposer et je me fais aucun souci. Mon projet principal, c'est vraiment de créer du lien dans un territoire d'accueil qui me plaira et que j'aimerais. Voilà. Pourquoi pas essayer de trouver une alternative pour que je puisse à la fois vivre et travailler à la campagne? Moi-même, j'ai été étonnée de voir qu'on était aussi nombreuses et nombreux à avoir dépassé les 50 ans. Je m'attendais vraiment à avoir une tribu d'enfants et des jeunes familles. Et non. Alors, je fais passer une petite enveloppe. C'est juste une petite lettre pour chacun des participants où j'ai mis dedans mon projet et mes coordonnées. Comme ça, si vous voulez aussi me laisser les vôtres, on va se quitter, on va se perdre de vue, on n'a que nos noms. Comme ça, si vous avez envie de me donner vos coordonnées, vous pourrez. Pour être tout à fait franc, c'est pas forcément la priorité. On va appeler un chat. Mais ils seront vraiment, je dirais, accueillis de la même façon, avec de la même force. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui ont une expérience de la vie, qui ont du temps, qui ont de la disponibilité et qui peuvent impulser aussi une dynamique au territoire. Je pense que déjà, les mentalités évoluent. C'est vrai que maintenant, un retraité qui travaille, ça n'étonne plus personne. De toute façon, il va y en avoir de plus en plus. Donc déjà, à ce niveau-là, on est considéré comme des actifs, des seniors actifs. On a, quand on arrive à l'âge de la retraite, encore beaucoup d'énergie pour faire beaucoup de choses. Et puis, en même temps, un certain recul du temps, on est plus posé. Et puis, compte tenu des autres intervenants, en plus, quand je suis née, mes parents ont acheté une maison de campagne en Eure-et-Loire. Ils l'ont achetée à Rouvres, c'est à 10 km de Dreux. Donc là, on est à 40 km de Dreux, donc c'est toujours le même département. Pour moi, ça ne m'éloigne pas de choses connues. Je ne vais pas être écoutée du tout de la même manière que si j'arrive de nulle part pour dire « moi, j'ai envie de vivre à la campagne et je viens de Paris et ouvrez-moi votre porte ». Là, j'ai déjà été présélectionnée par une autorité
qui n'est pas autorité, mais enfin par des personnes qui se sont penchées sur le problème et qui pensent que, effectivement, mon projet vaut la peine et peut être intégré dans le Perche. J'ai des choses à apporter ici, c'est important de ne pas venir les mains vides. Cet après-midi, les nouveaux arrivants doivent rencontrer des acteurs essentiels de leur installation à la campagne. Banques, collectivités locales, Pôle emploi les reçoivent individuellement pour définir leurs besoins. Anne-Marie, pragmatique, choisit de rencontrer un expert comptable. Mais alors, du coup, on sera sous quelle forme? Quelle prestation on facturera? Quel est l'équilibre économique qu'on va avoir? Voilà, alors justement, je pense à auto-entrepreneur. Vous savez, quand on est auto-entrepreneur, on ne se casse pas la tête, hein. On a un chiffre d'affaires, on applique un coefficient, on obtient l'impôt, on obtient mon charge sociale. Oui. C'est simplissime. Une fois que j'aurai déterminé ça, je vais me rendre compte si mon statut auto-entrepreneur, donc micro, micro-fiscal et micro-social, est intéressant ou non. Je ne me sens pas retraitée, je me sens libérée des contraintes et libre de faire ce que j'ai envie de faire. Libre de faire ce qui me plaît, et je me sens au contraire, depuis que je sais que je vais pouvoir mener à bien ce que je souhaite, j'ai une énergie qui se dégage, qui se décuple, et effectivement, j'ai rajeuni de X années. Dis-moi ce que tu veux que je te dessine. Monsieur, dame, bonjour. Alors, eh bien aujourd'hui nous sommes dans le prolongement du Festival du Rire de Bourbon-l'Archambault. Et donc là, ils ont organisé un petit marché un peu farfelu, soi-disant, mais bon. Et on m'a proposé de tenir un stand, enfin pour faire des dessins comme ça, improvisés, pour divertir les gens qui passent. Bon, j'aime bien ce genre de truc, de blaguer, de faire des dessins humoristiques aussi. J'ai dit, elle est de circonstance, hein, autant la sortir aujourd'hui. Hein. Elle est belle, On a des copains et on échange encore des souvenirs d'enfance, de la classe, même de la maternelle, hein, avec certains. Oui. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quelquefois, physiquement, on ne reconnaît pas de très bons copains. Tu te souviens de celui-là? Attends, faut que je le retrouve. Tu m'avais fait... Ça, merci de l'avoir gardé, c'est... Je l'ai toujours sur moi. C'est gentil. Je sais pas, il y a combien? 30 et quelques années, hein. Oui. Facile, hein. Ah, j'ai toujours eu dans mon portefeuille. Oui, j'ai pas un tas de bazar enragé et je l'ai pas mis pour la circonstance. Hein. Ça fait vraiment plaisir, hein. C'est pas tous les grands maîtres de la peinture qui peuvent en dire autant. Du Bourbonnais. C'est très très bon, hein. Bon conseil. Bon, bien, j'ai la chance de partager beaucoup d'activités avec mon époux. On trouve que les journées passent très très vite et on a l'impression qu'on n'a même pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Il faudra mettre un petit peu de couleur bleue. Tu as du bleu, du blanc, du rouge? Mais oui. Rouge. Essayons de poser la question, comment on peut utiliser dans le développement de nos territoires et hors de ces systèmes qu'on voit aux USA et qu'on pourrait voir dans le sud chez nous, de bulles sécuritaires dans lesquelles il n'y a que des retraités où ils sont soignés, occupés, entre eux. Avec des grillages autour. C'est une catastrophe. Il y a donc reconnaître cette tranche de population dans la vie locale, refaire cette mixité, cette multiplicité sociale et de générations dans les territoires, et ne pas considérer ces seniors comme des personnes à prendre en charge dépendants ou qui nous rapportent des sous parce qu'ils ont de l'argent à dépenser, mais qui peuvent être des moteurs dans le territoire, ils ont leurs choses à dire.
Dans la grande ville, c'est le calme qui me manquait. J'étais vraiment en exil, alors que là, c'est peut-être parce que c'est mon pays, mais aussi c'est parce que c'est un endroit calme. Je crois que je serais dans n'importe quel coin de la France ou d'ailleurs où les gens s'entendent bien et où on est au calme, ça me suffirait.